Les cryptos, c'est une révolution monétaire pour certains, une manière de placer son argent ou de spéculer pour d'autres, mais cela reste aussi un grand point d'interrogation pour de nombreuses personnes que cela dépasse. Vous vous êtes probablement déjà retrouvé autour d'une discussion sur les crypto-monnaies entre amis ou avec des collègues en vous sentant un petit peu démunis. Alors si le seul mot que vous savez placer dans ce genre de discussion, c'est Bitcoin, ce qui est déjà pas mal, soyez attentifs. On reçoit aujourd'hui Gilles Quastio. Bonjour. Vous êtes journaliste et auteur de l'ouvrage Les crypto-monnaies dit c'est quoi? Donc on suppose que c'est un ouvrage qui va justement nous expliquer simplement ce que c'est et les enjeux qu'il y a autour de ces crypto-monnaies. Alors première question, moi j'avoue, j'y connais pas grand-chose, mais je sais que le cours du Bitcoin est très fluctuant. Quel est le cours du Bitcoin ce matin? Alors ce matin, on était en dessous des 30 000 $ encore. Et il faut savoir qu'il y a quelques mois, fin novembre, on était arrivé à un record pour le Bitcoin qui équivalait à ce moment-là 68 000 $, donc pour un seul Bitcoin. Donc c'est une chute évidemment assez spectaculaire depuis ce record. Il faut savoir que c'est effectivement un actif numérique extrêmement volatile. Donc c'est assez risqué évidemment d'investir dans ce type de produit. Alors certains arrivent à faire des gains s'ils retirent leur argent au bon moment, mais d'autres risquent aussi de perdre pas mal d'argent. C'est vraiment un secteur assez nouveau, assez jeune, un petit peu immature, où il y a beaucoup de choses qui se passent, et donc il faut aussi avoir un certain appétit au risque pour s'y intéresser. Alors on a déjà parlé d'actifs, de produits, de cours volatiles. C'est des termes qu'on lit à la bourse. Est-ce que c'est une erreur d'associer directement la crypto-monnaie dans une discussion à la bourse ? Alors, il y a des similitudes, mais il y a aussi des différences. Donc, les similitudes, c'est qu'effectivement, on peut investir dans toute une série de produits numériques. Donc, les crypto-monnaies, aujourd'hui, il faut savoir qu'il y en a presque 20 000 en circulation. Donc tout le monde connaît le Bitcoin, c'est la crypto-monnaie la plus importante, c'est la crypto-monnaie de référence. Mais il y a énormément de projets alternatifs qui se sont créés sur ce secteur. Donc là, ça se rapproche un petit peu du secteur boursier. On va pouvoir acheter des actions de société. On a aussi un panel de produits absolument gigantesque. Mais par contre, la différence, c'est que les crypto-monnaies, ce sont des produits assez différents des actions. On ne peut pas les relier à une société, on ne peut pas aller vérifier les résultats de la société, ces performances commerciales. Ce sont véritablement des sortes de moyens d'échange, ou en tout cas c'était ça l'objectif au départ du Bitcoin, c'était de créer une sorte de monnaie alternative aux monnaies traditionnelles comme l'euro ou le dollar. Justement, vous avez parlé de projet. Initialement, il y a tout de même un projet idéologique derrière. C'est souvent le cas. Parfois, ils sont mal utilisés dans les mois, les années qui suivent, mais à l'idée, il y a quelque chose de militant. D'un petit peu militant, c'est un projet vraiment contestataire de l'ordre monétaire établi, on va dire, parce qu'il s'est créé à quel moment? Il faut se remémorer que c'était en 2007, en 2008, on était au moment de la crise financière, une crise financière qui a montré que les banques avaient parfois des comportements qui n'étaient pas tout à fait corrects par rapport aux consommateurs, qui vendaient des produits qui étaient des produits pas tout à fait aux normes, on va dire. Et donc le Bitcoin est arrivé en contestation de cet ordre établi, et donc c'est une monnaie décentralisée. Décentralisée, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle ne dépend pas d'une autorité centrale, comme par exemple l'État ou les banques centrales, et qui va se positionner aussi en contestation du système bancaire, puisque pour acheter du Bitcoin, pour en revendre, on n'a pas besoin des banques. Et donc voilà, c'est une contestation quelque part de ce système traditionnel. Mais cet aspect anti-système, il est encore fort présent aujourd'hui. On a parfois aussi un petit peu l'impression que ça a servi à banaliser aussi l'aspect spéculatif, l'aspect investissement. On voit de plus en plus de jeunes braqués sur une application en train d'acheter du Bitcoin, alors qu'ils n'auraient pas fait la même chose avec des actions il y a peut-être quelques années. Dans votre ouvrage, vous vous adressez à votre fille avec format de questions-réponses sur la crypto-monnaie. Est-ce que c'est pas plutôt l'inverse qui va se passer d'ici quelques mois, quelques années? Les jeunes qui éduqueront leurs parents en leur expliquant qu'est-ce que c'est la crypto-monnaie et comment jouer ou investir avec? Alors c'est bien possible. Je parlais avec une collègue qui me disait que son fils, il connaissait déjà pas mal de crypto-monnaies différentes. Donc c'est sûr qu'il y a certains jeunes qui connaissent déjà un petit peu le secteur, qui s'y intéressent. Alors on ne peut pas investir avant 18 ans, mais c'est intéressant quand même de connaître un petit peu le mode de fonctionnement de ce secteur qui est vraiment très foisonnant. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans le monde, plus de 200 millions de personnes détiennent de la crypto-monnaie. On parle d'un marché qui pèse aujourd'hui environ 2000 milliards de dollars. Donc c'est le montant des investissements que
que les personnes ont fait dans ce secteur. Et c'est vrai que c'est un secteur qui attire beaucoup les jeunes parce que c'est très facile en fait d'acheter du Bitcoin, d'acheter des crypto-monnaies grâce à des applications. Hein. En quelques clics, on va pouvoir acheter, revendre, faire un petit peu des opérations qui s'assimilent à des opérations boursières, mais sur Internet, sur son smartphone. Et donc c'est vrai que ça a quelque chose de très attractif, mais il faut aussi rappeler les risques, les dangers qu'il peut y avoir à investir dans ce type de produit extrêmement volatile. Voilà, mais justement, concrètement, si moi qui suis un peu moins jeune, mais c'est pas grave, j'ai quand même envie donc d'investir dans ces crypto-monnaies, mais je n'y connais pas grand-chose, comment je dois m'y prendre et quels conseils vous me donneriez ? Alors aujourd'hui, c'est assez simple parce qu'il y a vraiment des plateformes très établies qui se sont développées, donc on peut les retrouver en ligne assez facilement. C'est ce qu'on appelle des plateformes d'échange de crypto-monnaies. Vous allez vous inscrire sur ces plateformes, vous allez devoir donner votre identité, donc par exemple votre carte d'identité, et ensuite vous allez pouvoir créer un portefeuille en ligne que vous allez alimenter avec votre compte bancaire traditionnel, donc envoyer des euros sur ce portefeuille en ligne, et ensuite vous allez pouvoir avoir accès à toute une série de crypto-monnaies différentes et donc pouvoir les acheter, les échanger et les revendre. Il y a quelques instants, on parlait de la dématérialisation de l'argent avec certains quartiers qui militent encore pour qu'on puisse payer en cash. À partir du 1er juillet, il faudra avoir automatiquement et obligatoirement une possibilité de payer en ligne, de payer de manière numérique avec de l'argent qui n'est pas palpable. Est-ce que vous pensez que d'ici quelques années, il faudra proposer aux gens un moyen de paiement via des crypto-monnaies dans tous les commerces bruxellois, même les petits commerces? Vous pensez qu'on y arrive? C'est possible. Peut-être que demain, on paiera ses frites à la place Jourdan en Bitcoin. Hein. C'est pas totalement improbable. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est pas l'usage principal de la crypto-monnaie. Ce n'est pas un moyen d'échange, ce n'est pas un moyen de paiement. Il y a très peu de commerces aujourd'hui qui acceptent le Bitcoin ou d'autres crypto-monnaies comme moyen de paiement. Pourquoi? Parce que justement, c'est trop volatile. Et cette volatilité, elle ne va pas arranger le commerçant parce qu'un jour, peut-être que le paquet de frites, on va le payer à 4 euros. Et le lendemain, on paiera à 5 euros. Ça va arranger le commerçant. Mais le surlendemain, on le paiera en fait à 3 euros. Et là, ça arrangera un petit peu moins le marchand de frites de la place Jourdan. Et enfin, comment est-ce que vous conseilleriez aux personnes qui nous écoutent et qui ne sont pas du tout intéressées? Ils ont quand même tenu pendant l'interview, mais c'est un sujet qui peut aussi être très rédhibitoire en se disant non, moi les bitcoins, la crypto-monnaie, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Est-ce que c'est important de s'y intéresser? Est-ce que ça fera tellement partie de notre quotidien dans un futur proche que c'est important d'avoir des notions? Moi, je pense que c'est important de s'intéresser à toutes les nouvelles technologies émergentes. Je pense que Muriel en parlait tout à l'heure. C'est des discussions qui arrivent souvent au repas de famille et qui viennent souvent des jeunes parce qu'ils s'intéressent évidemment à la technologie. Ils s'intéressent à toutes ces nouvelles formes d'applications. Alors, il faut savoir aussi que la crypto-monnaie se base sur une technologie qui est extrêmement prometteuse, qui s'appelle la blockchain et qui a des applications au-delà, bien sûr, de la crypto-monnaie et de la spéculation qu'on peut voir aujourd'hui sur le marché. Mais donc, on verra de nouvelles applications apparaître certainement dans les prochaines années. Et c'est important de comprendre comment ça fonctionne. Et c'est ce que j'essaie d'expliquer dans mon livre. Voilà, ce sera un bon début. En tout cas, c'est de se plonger dans votre ouvrage, Gilles Quastio. Je rappelle le titre, Les crypto-monnaies, dit c'est quoi, et que vous avez fait en collaboration avec votre fille. Merci d'avoir été. Oui, voilà. Merci également. Merci d'avoir été notre invité ce midi.